Donc vous l'avez vu avec les présentations précédentes, Big Data is dead. Non, c'est pas vrai. Mais c'est le truc fun que je trouve qui introduit vachement mon propos. Donc je vais vous parler de DuckDB. Et c'est un post qui a fait le buzz quand il est sorti, du fondateur de la startup qui s'appelle MotherDuck. Principalement, je vous laisserai le lire. Ce qu'il dit, c'est Big Data is dead dans 90% des cas ou 99% des cas. Et il y a 1% des entreprises qui ont vraiment besoin de faire du Big Data. Mais il y a un truc qui se passe, et il y a un pattern qui se passe dans beaucoup d'entreprises, c'est on a partitionné la donnée, et en fait on fait des calculs sur des mini-partitions, et en fait on fait pas du big data, et on calcule pas tout le temps tout sur l'historique. Et quand on a besoin de calculer tout sur l'historique, on s'en fout du temps de réponse. Et c'est un peu le propos derrière ça, et vous irez regarder. Bref, je vais parler de DuckDB, moi. Et de DuckDB Wasm, qui stand for WebAssembly, et je vais vous faire une petite démo, plusieurs démos même, et j'espère qu'elles marcheront. D'abord, qui suis-je? Donc je m'appelle Christophe Lefari, je suis staff data engineer, je fais du freelance, j'habite à Berlin, je fais plein de trucs, je fais de la création de contenu. Et avant ça, avant d'être freelance, j'ai bossé chez Captain, j'ai aussi bossé chez Conto, et en ce moment, je bosse au ministère de l'Éducation nationale sur des projets de dashboarding et sur des projets un peu de créer des plateformes privées on-premise pour faire, on va dire, du data lake. Et je fais de la création de contenu, j'ai une newsletter hebdomadaire et j'écris des articles sur des trucs que je trouve fun sur mon blog blef.fr. Il y a quelques personnes dans la salle qui sont déjà abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si vous avez envie. Je ne vous force pas, mais dans la démo, si vous allez là-dessus, vous pourrez vous être obligé. Non, mais c'est une blague. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de DuckDB. À main levée, qui connaît DuckDB? Ah oui, ok. Qui a utilisé DuckDB? Qui utilise DuckDB en prod? Une personne. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire DuckDB en prod non plus, donc j'aimerais bien que tu me dises. Donc je vais vous parler de qu'est-ce que DuckDB, mais a priori vous connaissez, donc je vais aller vite. Pourquoi DuckDB et pourquoi c'est intéressant? Et ensuite, je vous montrerai des cas d'usage de DuckDB Wasm, une petite démo de Wasm et Q&A. Donc qu'est-ce que DuckDB? DuckDB, c'est une techno de base de données open source. La gouvernance est en dessous d'une fondation. Ça a été créé à Amsterdam dans un labo de recherche sur les bases de données. Il y a juste un truc qui est hyper important sur DuckDB. Il ne faut pas mélanger DuckDB et MotherDuck. C'est deux entités totalement différentes. MotherDuck, c'est une société commerciale qui a une licence d'exploitation de DuckDB. Mais DuckDB n'a rien à voir avec MotherDuck. Dans la pratique, DuckDB, c'est une base de données en mémoire, OLAP, qui est écrite en C++ et qui a beaucoup de binding en Python et dans d'autres langages. Un truc qui est très intéressant sur DuckDB, c'est que ça fait 25 mégabytes ou mégaoctets, et du coup ça tourne sur un seul nœud. Et c'est là où il y a aussi le point de Big Data is Dead, c'est que quand on fait du DuckDB, on est sur une seule machine, on est sur un seul nœud, et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. On peut le caricaturer souvent pour le SQLite pour les analytics workload. Ça c'est un schéma qui résume assez bien. Quand on fait de l'OLTP, quand on est client-serveur, on fait du Postgre ou d'autres technos. Quand on est dans une process, on fait du SQLite. Technologiquement, du SQLite, il y en a partout. Vraiment, SQLite, c'est vraiment embarqué dans énormément d'applications parce que c'est hyper léger, ça n'a pas de dépendance et c'est là depuis très longtemps. Sur la partie client-serveur, quand on fait du OLAP, en open source, il y a ClickHouse. Il y en a d'autres, mais on va dire qu'aujourd'hui, le plus gros et celui qui représente le plus l'équivalent à Postgre sur la partie OLAP, on va dire que c'est du ClickHouse. Et l'idée de DuckDB, c'est de remplir cette case en haut à droite, d'être l'équivalent de SQLite pour la partie OLAP. Ouais, bon, je bosse pas chez Apple, mais juste ça, c'est une réalisation qui est importante, je pense, c'est quand on voit les slides de présentation d'Apple et des nouveaux matériels, on bosse dans l'entreprise où nos laptops sont souvent plus puissants que les workers qu'on utilise dans le cloud. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, on a une puissance sur nos ordinateurs, sur notre bureau, où on peut faire des trucs qui potentiellement coûtent pas de l'argent à l'entreprise, parce qu'en fait, on a déjà acheté le matériel, donc ça coûte de l'électricité potentiellement, hein. Mais on peut le faire tourner sur notre laptop. Et c'est là que c'est cool, c'est là que DuckDB, c'est assez intéressant comme technologie, parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on peut faire tourner en local sur notre machine. Bon, je reviens juste sur le Big Data is Dead. Et ça, c'est une citation du fondateur, enfin du créateur, d'un des deux créateurs de DuckDB, qui est si votre data tient dans la mémoire, il n'y a aucun avantage à mettre une database. Ça va être juste plus slow, enfin plus lent et plus frustrant. L'idée derrière, si on fait toute l'histoire et tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, quand on faisait du Hadoop, on mettait la localité.
C'est-à-dire, on mettait la data à côté du compute. Quand on est passé dans le cloud, on a cassé cette barrière-là, et du coup, on a mis des cloud storage et on a mis des processing à d'autres endroits. Très cool. Mais en fait, DuckDB veut remettre le truc dans l'autre sens et de remettre de la data localité à l'endroit où vous faites votre processing. Parce qu'ils ont étudié, et là, c'est le principe. Il y a un article, si vous voulez aller voir, c'est cet article sur InfoQ, où Hannes explique l'idée derrière qui était de quand on bosse avec Postgre ou quand on bosse avec certaines databases, on passe plus de temps à transférer de la donnée entre notre serveur et notre client qu'à faire du compute. Et donc en fait, si on fait de la localité et qu'on est sur un single node, on fait tout en mémoire et c'est instantané, entre guillemets. Ça, c'est juste, je mets un benchmark pour faire genre. Ils sont sérieux. Mais bon, mon point de vue, c'est les benchmarks, on en dit ce qu'on veut. DuckDB, ça marche. Là, c'est DuckDB 0.7, on a 0.9. Voilà, c'est comparé, c'est bien, c'est cool. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait DuckDB ? Aujourd'hui, on a vu des data lakes, des data warehouse. Il y a eu la question du meetup qui est où va la moderne data stack ? Personne n'a répondu à cette question dans les présentations. Je ne vais pas y répondre non plus. Mais si on résume juste la moderne data stack, le principe derrière la moderne data stack, c'est juste de faire du SQL pour tout. Bon, je caricature, mais quand on regarde beaucoup des présentations, on a parlé d'Hadoop, on a parlé de plein de choses. Derrière, on essaye de mettre des interfaces SQL pour que les gens puissent travailler. La raison, c'est parce que c'est plus simple de trouver des gens qui travaillent sur du SQL que sur d'autres technologies. Je ne les citerai pas. Et c'est là où DuckDB est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, on a des data lakes, on a des data warehouse, principalement des data lakes avec plein de fichiers, CSV, Parquet, préférez du Parquet s'il vous plaît, d'autres technos de fichiers. Et DuckDB débloque un truc qui est l'accessibilité à vos fichiers dans votre data lake. C'est génial. Je vais faire des petites démos pour ça. Mais bon, à la fin, DuckDB, c'est juste un autre moteur de calcul. Il peut remplacer peu importe ce que vous utilisez. La seule limitation, et ça je vais quand même le dire, c'est une grosse limitation, c'est que tu tournes sur un seul nœud et il y a du thread locking. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tourner 2 requêtes en même temps. Sauf si on lance de DuckDB sur 2 machines en même temps. Mais bon, après, il y a la synchronicité de la donnée. Bon, bref. Il y a quand même une grosse limitation. Mais ça peut remplacer plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser DuckDB ? Alors, cette présentation, ce post, c'est un post LinkedIn d'il y a 2-3 mois d'une personne qui bosse chez Okta. Donc, vous connaissez probablement tous Okta, une solution de SSO. Qui dit, globalement, si je vous résume le post, il dit on faisait plein de calculs, puis on a fait du DuckDB et on a économisé des centaines de milliers de dollars. Ça donne envie de savoir ce qu'ils ont fait. La présentation n'est pas encore up. Je crois qu'il va faire une présentation en mars à une conférence aux États-Unis qui s'appelle Data Council, où il présentera ça, donc on pourra voir la suite. Et il appelle ça Embedded OLAP, donc l'idée de mettre du OLAP embed dans vos applications, dans vos processing quelque part, pour économiser de l'argent. Parce qu'en fait, vu la situation économique aujourd'hui, on a envie d'économiser de l'argent. Que ce soit écologiquement, parce qu'en fait avec DuckDB, on peut économiser des processing, et économiser aussi de l'argent. Pour que nos patrons gagnent plus de... Bon, bref. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du DuckDB ? Pour aussi mettre des capacités de SQL un peu partout, en local, en remote, etc. Pour lire, ça c'est la feature, je pense que c'est la killer feature de DuckDB, c'est pour lire des fichiers. Quand avant on utilisait Pandas pour lire des fichiers, il faut lancer un Jupyter Notebook où il faut installer Pandas. Pandas, ça vient avec la terre entière de dépendance. Avec DuckDB, on fait pip install DuckDB, il y a 0 dépendance, ça prend 30 secondes et on peut lire un fichier Parquet. Voilà, on n'a rien besoin d'autre. Les benchmarks sont pas mal et c'est déjà utilisé dans pas mal de produits data. Vous le voyez pas, mais il y a quelques produits BI, Ascot qui l'utilisent et c'est introduit dans, je sais pas si vous connaissez X. Il y a pas mal de notebooks dans le cloud qui utilisent un peu DuckDB déjà derrière. DuckDB WASM, qu'est-ce que c'est ? Donc WASM, ça veut dire WebAssembly, c'est l'abréviation de WebAssembly. C'est une manière de compiler des applications de n'importe quel programming language pour les exécuter dans le navigateur. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut run du code serveur, donc du code binaire, dans notre navigateur. Et ce qui est trop cool, c'est que DuckDB, l'équipe de DuckDB a porté DuckDB en WASM. Ça veut dire que je peux exécuter du SQL qui tournerait dans le serveur, dans mon navigateur. SQLite le fait depuis des années, ça vient de révolutionnaire, mais en fait, c'est le fait de l'avoir avec DuckDB que c'est génial. Par exemple, WASM, c'est Doom dans le navigateur, si vous avez envie de jouer à Doom ou d'autres trucs. Et donc là, ça c'est juste la conclusion, c'est avec DuckDB WASM, ça veut dire qu'on peut lancer du code SQL dans le browser sans aucun serveur. Cool.
Bon, je vais vous faire une petite démo. Je ne sais pas quelle heure il est, combien de temps. Ok, j'ai fait 10 minutes, je suis vraiment dans les temps. Donc, je vais faire une première démo juste pour ceux qui ne connaissent pas DuckDB. Je vais juste expliciter 2-3 trucs qui sont intéressants avec DuckDB. Donc là, j'ouvre mon iTerm, que je vais peut-être zoomer pour vous. Hop. Donc là, je suis dans un dossier. J'ai DuckDB qui est installé sur ma machine. DuckDB. Donc là, si je fais juste DuckDB, j'ouvre un prompt dans lequel je peux écrire de SQL. Donc, je peux faire select one. Voilà. J'ai exécuté une requête SQL. C'est vraiment génial, DuckDB. Donc là, j'ai une database qui tourne en mémoire, qui fait du calcul. Non, mais il y a des trucs qui sont beaucoup plus cool. Par exemple, je peux faire select count. On va juste mettre count from read. Alors, je tape à une main, donc désolé. Read parquet. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher un fichier parquet sur Internet. J'espère que le Wi-Fi va tenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur data.gouv.fr pour vous montrer. Je sais qu'il y a des personnes des ministères dans l'audience. Donc, si on va sur data.gouv.fr, si on va dans les données, il y a énormément de datasets, 47 000 datasets. Et moi, ce que je veux, c'est juste utiliser des données en parquet parce que j'aime que le parquet. Et il y a 48 résultats. Bon, dans les 48, il y en a la moitié qui ne sont pas vraiment des résultats. Donc, je vais utiliser le premier dataset qui est bureau de vote des adresses et de leurs électeurs. Donc, c'est un dataset de l'INSEE qui a été publié très récemment. Et on va l'utiliser. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que le fichier parquet fait 500 mégaoctets. Peut-être zoomer pour que vous voyez. Il fait 500 mégaoctets et le fichier CSV fait 2 gigas. On voit quand même que le parquet, ça a fait aussi de la compression. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon URL du fichier. Je vais la mettre ici. Bon. Et je vais lancer mon compte étoile. Voilà. Est-ce que c'est stylé? Alors, c'est de la triche, hein, pour ceux qui savent comment ça marche. C'est un effet waouh, mais bon, derrière, Parquet stocke des métadatas et du coup, en fait, il fait juste lire la métadata pour afficher ça. Mais c'est quand même stylé. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire aussi select étoile from. Donc, il y a un truc qui s'appelle Parquet. Non, pas Parquet scan. Parquet metadata. Et je remets le même fichier dedans. Et donc là, je peux voir toutes les colonnes qui sont dans mon fichier. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai pas pris le bon fichier, peut-être. Est-ce que j'ai pris le bon fichier? Oui, j'ai pris le bon fichier. Bon, bref, j'ai les données. Et donc, ce que j'ai fait, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais écrire un groupe by, faire un calcul dessus. Ce que j'ai juste fait... Attendez, comment je peux vous faire un groupe by rapide? C'est chiant. Switch de micro. Ouais, je sais qu'elle est quand même masquée, mais je viens. Ok. Alors, on va en être un ce truc. Je m'arrête juste comme ça se fait pas de l'arsène. Et en attendant, je vais le faire comme ça, je pense. Ok, alors. Donc, ce que je veux faire, c'est juste describe. Je vais créer une table. Donc, je vais faire. Create view as. Je vais appeler ça bureau. Parce que donc, c'est des. Ah, mais c'est pas celui-là. Je peux plus le bon fichier, je crois, si. Je peux plus le bon fichier. Bon, c'est une démo. Hein. Create view. Bureau. As select étoile from read. Alors la raison pour laquelle je crée une vue et pas une table, c'est parce que j'ai pas envie de télécharger les 500 mégaoctets du fichier parce que ça va prendre 5 minutes. Donc je fais juste une vue. Donc là je fais une vue, donc j'ai créé une vue et donc là si je fais show all tables, je vois ma vue qui s'appelle bureau. Et donc là je peux faire un truc qui est un peu mieux, describe table bureau. Non, pas describe table bureau, describe bureau. Donc là, je vois tous mes champs. Ok. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé une vue sur un fichier parquet qui est sur Internet et je vais faire juste un groupe by pour vous montrer ce que ça peut faire. Donc si je fais select, on va grouper sur ID, sur code commune, count from bureau. Et là, c'est l'autre truc, l'autre waouh. Je sais pas écrire, une requête. En effet. Voilà, le problème, c'est que... Voilà, ça c'est bon. Voilà. Donc là, ça a tourné, ça a calculé un group by sur... il y a 15 millions de lignes dans le parquet, et ça l'a fait en, si je peux vous montrer, timer on.
Ça tourne en 2 secondes, je crois. 1 seconde 33, 37. C'est assez important. Et ce qui est stylé, c'est qu'en fait, du coup, ça télécharge pas tout le fichier. Vu que ce parquet, c'est colonnaire, ça prend que les colonnes dont il a besoin pour faire le groupe by, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour aller juste un tout petit peu plus loin, ce que j'ai fait, c'est avant la démo, j'ai chargé dans un fichier, dans une table DuckDB, le dataset. Et donc ici, on voit la database DuckDB dans laquelle j'ai créé des tables qui avaient déjà téléchargé les données, fait 774 mégaoctets. Et donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux directement ouvrir ce truc-là. Hop. Donc là, si je fais Show All Tables, je vais retrouver mes 2 fichiers, donc les bureaux et les infos. Okay, et donc là, la donnée est en local sur ma machine cette fois. Et ce que je peux faire, c'est que je peux juste relancer une requête SQL qui trouve quel est le bureau de vote le plus près des bureaux de Criteo. Voilà, j'ai mis, c'est juste du calcul géographique, donc il y a une extension que j'ai pas activée. Load spatial que j'ai activé. Donc je relance ma requête. Et donc là, ça va me trouver le bureau de vote qui est le plus proche des locaux de Criteo, qui est dans la rue de Clichy au 10, qui est juste la rue derrière. Croyez-moi, j'ai regardé, j'ai vérifié. Donc voilà, donc ça c'est juste DuckDB, c'est un CLI sur un ordinateur. Je peux faire des trucs qui sont assez impressionnants. Ensuite, il y a juste une compatibilité DuckDB en Python. Donc ce que je viens de faire, je peux aussi le faire en faisant import DuckDB. Et je peux faire DuckDB.SQL. Et là, je peux créer une table, select one. Enfin, faire une requête SQL, pardon. Alors, il n'y a pas de virgule en Python. Donc ça c'est cool. Ça, je peux le sauvegarder si je veux dans une data frame qui du coup va être convertie en pandas. Donc là, j'ai une PDF et donc j'ai une data frame en pandas directement depuis le résultat de cette requête. Donc ça veut dire que ce que j'ai fait tout à l'heure dans la CLI, je peux aussi le faire là. Donc ça peut lire facilement des données. Et il y a le dernier truc qui est assez cool, je trouve, c'est que DuckDB, si vous êtes déjà en pandas, vous pouvez faire select étoile from df. Donc là, je sélecte la donnée SQL. Et là, je peux sélectionner la donnée qui est dans la data frame qui est déjà définie dans mon Python juste au-dessus. Donc les namespaces sont assez liés. Tout ça utilise Arrow dessous. DuckDB, c'est une jolie interface pour faire des trucs stylés. Mais derrière, c'est Arrow qui fait toute la magie. Apache Arrow, qui est probablement, je pense, la lib qui va être la plus importante dans les prochaines années. Si on peut dire où va la moyenne data stack, je pense qu'elle va vers Arrow. DuckDB, c'est un truc cool, mais vraiment, tout ce qui fait le heavy lifting, c'est Arrow. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Donc, moi, je vous ai parlé de Wasm. Donc là, j'ai juste fait une intro de DuckDB. Si on parle juste de Wasm rapidement, avec Wasm, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on pourrait le lancer dans notre CI. Si on a un warehouse Snowflake, BigQuery, celui que vous voulez, et que dans votre CI, vous voulez faire des tests, vous pouvez de manière intelligente, si vous arrivez à trouver des fixtures, j'en sais rien, soyez inventif, mais remplacer votre warehouse et faire tourner toute votre pipeline dans la CI pour la tester unitairement, entre guillemets, ou fonctionnellement, bout en bout. Ça, c'est vraiment très cool. J'ai fait une démo dans une conf que j'ai fait à Berlin il y a 2 mois. Si vous voulez regarder, je l'ai fait avec DBT. Voilà. Mais je ne vais pas le faire là parce que c'est un peu long. Il y a un autre truc qui est cool, c'est avec ce que j'ai fait, il y a un problème souvent quand on a des data lakes, qu'on soit sur GCS, S3, quand on a des fichiers parquets, on ne sait pas. On ne peut pas lire les fichiers parquets, c'est hyper chiant. Il faut le télécharger. S'il est gros, il faut le télécharger. Il faut l'ouvrir dans Pandas, il faut aller voir le schéma. Bla, bla, bla. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une extension navigateur qui, quand on survole notre fiche, alors ça, c'est l'effet démo. Est-ce qu'elle marche? On ne sait rien. Qui, quand on survole, voilà, hop, quand on survole un fichier parquet dans notre GCS, on voit le schéma. On pourrait imaginer plein d'autres trucs, mais là, du coup, derrière, ce qu'il y a, c'est une extension web qui utilise DuckDB Wasm, qui fait une requête au parquet metadata de ce bucket pour afficher le schéma de ces tables-là. Voilà. Moi, je trouve ça cool. Là-dessus, je vais écrire un article de blog et j'ai fait une vidéo avec justement des Mehdi qui est DevRel chez MotherDuck où on explique à peu près ce qu'il y a et le code est sur GitHub. Si ça vous intéresse, venez me voir. Et le dernier truc que je vais vous montrer, alors, ça c'est le truc qui peut ne pas marcher. Ce que j'ai fait, c'est que ce qui est très cool avec DuckDB, c'est que du coup, on peut lancer des requêtes SQL dans le navigateur. Et je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une... Est-ce que c'est long, ça se voit ou pas? Non, ça ne peut pas. Bon, en tout cas, sur brave.fr/mds-criteo, donc sur cette URL-là, j'ai mis un éditeur SQL. Vous pouvez y aller avec votre navigateur mobile ou avec votre ordinateur. Et là-dedans, on peut faire des requêtes SQL. Alors,
si je vous montre les requêtes SQL, donc le navigateur il est comme ça. Je vais juste faire un truc parce que je trouve que on peut le faire dans le browser, mais je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment impressionnant. C'est si je le fais sur mon téléphone. Parce qu'en fait, on parle des ordis. Mais en fait, les téléphones, ils sont aussi puissants que les ordis aujourd'hui. Et donc, je vais utiliser mon iPhone pour vous faire la démo. Donc, là, je suis sur mon iPhone. C'est ce qui se passe là. Je bouge. Donc là, je refresh la page. Et donc, c'est juste un éditeur SQL. Donc, on voit en bas à droite, il y a DuckDB not connected. Maintenant, mon DuckDB est connecté. Et donc là, je suis dans mon navigateur sur mon iPhone et je peux faire select 1. Parce que j'aime bien select 1. Voilà. Ça me répond au résultat. Bon, vu que le truc est quand même un peu chiant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait un petit bouton là, si vous voulez tester, en haut, qui s'appelle Load Tables, qui va charger des tables dans le DuckDB. Ok, voilà. Donc là, il a chargé 2 tables. Je peux vous les montrer. Je peux faire describe table order. Alors, c'est juste des données que j'ai générées de manière aléatoire. Order, c'est une petite table. Large order, c'est une très grosse table, 2 ou 3 gigas. Du coup, large order, je l'ai créé avec une vue, parce que la table, c'est celle qui était dans le bucket sur lequel j'ai fait le Hoover tout à l'heure. Et order, je ne l'ai pas fait, je l'ai directement créé comme une table et pas comme une vue. Et donc là, je peux voir la donnée. Et si je veux, je peux faire la même chose sur large order. Et après, donc là, large order, large order, dedans, il y a un order ID et il y a des product names. Tiens, si je me pose la question, si je fais un group by, donc select product underscore name, virgule count. Bon alors, écrire de requête SQL dans son téléphone, on est d'accord, c'est beaucoup de choses à faire. Mais bon, j'imagine que vous trouverez des use cases avec ça. Et donc là, je fais group by. Ouais, par exemple. Et group by 1. Et donc là, je lance ma requête, elle est en running. Donc là, c'est sur mon iPhone qui est connecté Wi-Fi. Ça prend un petit peu plus de temps quand même. Et voilà, ça finit de calculer. Je crois qu'il y a, ça fait 2 gigas le dataset en parquet. Peut-être moins, je sais pas. Et là, alors c'est un dataset que j'ai généré aléatoirement de produits de fruits et légumes que des agents aléatoires ont achetés au supermarché. Derrière mon idée, c'est de faire un peu des cours SQL et ainsi de suite. Peut-être que des gens apprendront à faire des SQL sur le téléphone, j'en sais rien. Voilà. Bon, ça c'est trop cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer. Moi, juste, c'est vous donner des idées. Après, c'est à vous de mettre les choses en prod. Ou si vous voulez que je vous aide à les mettre, dites-moi. Mais voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Ah oui, et si vous êtes sur le petit site là, il y a un petit bouton subscribe. Non, alors plutôt là, sur mon téléphone, il faut que je clique. Qui vous envoie sur mon blog et vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour gratuitement, si vous avez envie de vous abonner. Ou en payant, si vous avez envie de payer 60 € par an, vous gagnerez rien. Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage. Voilà. Bref, c'est tout pour moi. Et merci et je vais m'écouter. Merci Christophe pour cette présentation haute en couleur. On a le temps pour une question? Non, pas de question. Si. Alors, qui a levé le doigt là, par ici? Oh, t'as trop parlé déjà. Merci, c'est hyper intéressant. Je trouve peut-être qu'il y a plein de cas d'usage qui se débloquent. J'avais une question, tu disais, est-ce qu'il y a des solutions de dashboard qui sont déjà basées là-dessus? Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples et nous montrer un peu? Donc il y a Real Data, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Donc Real Data, on va dire, c'est un sémantique, ça, c'est un peu dans les semantic layers, c'est que ça te permet rapidement de faire ta BI sur un dataset spécifique et tout est fait dans le browser avec DuckDB. Et il y en a un autre qui commence par E, mais je me souviens plus du nom. BI as code, Motherduck et je crois que sur cet article on le trouvera, qui s'appelle Evidence, je crois. Evidence. Et c'est pareil, c'est du BI as code. Je pense que Evidence a un peu plus de futur sur la partie équipe data que Real Data. Parce que Real Data, c'est vraiment pour explorer un dataset. Alors qu'Evidence, c'est vraiment, t'écris du Markdown. Et dans ton Markdown, tu mets des charts directement, tu les définis comme ça avec des requêtes SQL. Et tout ça, c'est du DuckDB derrière, c'est dynamique, blablabla. Et tu le stores dans ton Git. Super, merci. Question. Alors, avant le bébé, j'ai vu Mikey, c'est l'année dernière. Salut.
Ouais, c'est pas vraiment une question, c'est plus une info et je fais ma pub au passage, mais ça t'intéressera. J'ai sorti la dernière version de Spark Frame là, qui permet entre autres de faire un diff entre des tables sur Spark. Et justement, j'utilise DuckDB pour faire le report HTML qui, du coup, marcherait complètement offline. C'est-à-dire qu'en gros, je génère un diff de données. Donc, en gros, voilà, ça génère un fichier parquet. Ouais. Après, je l'embed dans un fichier HTML avec DuckDB aussi qui est embeddé. Pas encore. Mais voilà. Ok. Et ça marche très bien. Trop cool. Il y a un autre truc avec DuckDB qui est, pour l'instant, marche pas. Et je voulais le faire dans la démo, mais en fait, il y avait une limitation. C'est avec DuckDB, on peut se connecter à des Postgre, enfin, comme les Foreign Data Wrapper qui existent depuis la nuit des temps. Mais avec DuckDB Wasm, on peut pas le faire parce qu'en fait, la connexion réseau marche pas. Mais ça aurait été stylé de faire une requête dans mon navigateur qui requête un Postgre quand on met une chaîne de connexion et il n'y a pas de serveur derrière. Mais c'est pas possible. Mais en DuckDB sur l'ordi, on peut directement se connecter à un Postgre et faire des requêtes dessus. Bref. Bon, dernière question, Decathlon, je peux pas le refuser. Ouais, merci beaucoup pour la fraise. Je me demandais du coup, parce que là, tu nous as montré le use case surtout en lecture locale, on va dire. Comment est-ce que tu le vois en collaboratif où tu pourrais processer de la donnée et la réécrire sur le serveur pour la mettre à disposition pour d'autres gens Bah, je pense que là, il y a un vrai sujet de réflexion entreprise, quoi. T'as un data lake avec plein de fichiers. Il y a des use cases où tu peux éviter d'aller sur le Snowflake, sur le Spark, sur le Databricks, peu importe. Parce que tu as déjà des machines qui tournent, j'en sais rien, sur lesquelles tu peux faire du DuckDB. Le DuckDB va être plus performant, va t'économiser des coûts. Après, il y a quand même un gros sujet autour qui est comment tu manages ça, comment tu orchestres ça, quoi. Je pense que ça, c'est le sujet. Après, un autre truc, je pense, avec le Wasm, là, qui est débloqué, pour moi, c'est la décentralisation. Dans le sens où tu as, dans une entreprise, des gens qui veulent consommer de la donnée à plein d'endroits. Et potentiellement, toi, en tant qu'équipe data centrale ou pas centrale, tu n'as pas envie de savoir ce qu'ils font, quoi. Et tu peux trouver une manière de décentraliser des transformations, de leurs données, accès à quelque chose qui, dans le browser où ils sont, ils vont déchiffrer la donnée parce que la donnée centrale, elle est chiffrée, j'en sais rien, et c'est les seuls à avoir la clé de déchiffrement. Je pense qu'il y a plein de trucs sur la décentralisation, c'était capable de faire ça. Et le dernier truc, je pense, c'est les équipes tech, au lieu de faire des transformations en JS avec des maps, des reduce, je sais pas si vous avez déjà écrit des transformations en JS, c'est infernal de faire un group by. Quand DuckDB Wasm sera, je pense, plus mature, un petit peu plus, parce que c'est pas hyper facile aujourd'hui de l'utiliser dans le browser, pourquoi pas écrire des requêtes SQL quand ils font des charts dans le front, quoi. SQL, c'est bien pour faire des group by, quoi. Ça, je vais un peu plus loin que juste à la question, mais je pense que voilà. Après, on voit DuckDB, où il y a Pandas, tu peux mettre DuckDB, où il y a Spark, tu peux mettre DuckDB. C'est juste comment tu l'orchestres, comment tu gères le lineage de tout ce bordel et ce genre de trucs. Bon, bah top, merci. On peut applaudir Christophe. Voilà, il est 18h29. On est extraordinairement à l'heure. Ça, faut le souligner quand même. Et c'est pas fini. Il y a un buffet à côté. Bon, vous suivez le flux, c'est là où on était tout à l'heure. Je tenais à remercier les speakers parce que c'est eux qui ont fait le show. Et Marie-Laure, toi, tu viens de Clermont-Ferrand. Tu as pris un train ce matin. Tu dors à l'hôtel et tu rentres demain, quoi, c'est ça. Donc merci aux speakers. Vraiment, on peut leur applaudir. Ouais. Et puis, voilà, merci Critéo, et je pense à deux personnes notamment que vous avez vu courir partout, Cannes, et salut Cannes. Voilà, et puis où est Denora, je ne sais pas où est Denora, mais bon, voilà, en fait il y a des gens qui ont travaillé derrière, donc super, merci pour eux, et puis ouais, et merci, voilà.